Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors, une question fondamentale nous taraude, enfin, une question fondamentale nous taraude, une question fondamentale doit tous nous tarauder. Est-ce que Jaurès et Che Guevara étaient fascistes? Plus sérieusement, à gauche, quelle conception doit-on avoir de la nation? Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce sera une lecture d'articles qui, justement, passe par ce titre assez provocateur, hein. Che Guevara et Jaurès étaient-ils fascistes? Alors, le titre exact, c'est Patriotisme, Jaurès et Che Guevara étaient-ils fascistes? C'est un article de blog qui date du 30 décembre 2013. Ça date un peu, certes. C'est un article du blog L'Impertinent 93 de Kevin Boucault-Victoire, dit Kevin l'Impertinent. Kevin Boucault-Victoire, donc, qui a écrit cet article. Patriotisme, Jaurès et Che Guevara étaient-ils fascistes? Donc on va commencer la lecture, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. On commence. Patriotisme, Jaurès et Che Guevara étaient-ils fascistes? Concept souvent malmené, la patrie n'est pas toujours en odeur de sainteté à gauche. Accusé d'être un concept bourgeois qui divise les prolétaires ou renvoyant aux heures les plus sombres de notre histoire, le patriotisme est accablé de tous les maux. Entre les attaques de Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste et le tristement célèbre Travail, famille, patrie pétainiste, on arrive aisément à comprendre d'où vient le malaise. Pourtant, Robespierre, Jaurès, Che Guevara, Lumumba, Orwell, Sankara, autant de grands hommes de gauche qui n'ont jamais hésité à se définir comme patriotes. Rappelez-vous 1792, quand les troupes françaises repoussaient les Prussiens en scandant « Vive la nation ». Rappelez-vous en 1792, quand les troupes françaises repoussaient les Prussiens en scandant « Vive la nation ». 1792. La République naissait. Rappelez-vous en 1792, quand les troupes françaises repoussaient les Prussiens en scandant « Vive la nation », la République naissait. La République naissait, le patriotisme avec. Défendre la patrie, c'était défendre un espace politique commun au nom de l'égalité. Défendre la patrie, c'était défendre un espace politique commun au nom de l'égalité et de la liberté de tous. Défendre la patrie, c'était défendre un espace politique commun au nom de l'égalité et de la patrie au nom de l'égalité et de la liberté de tous. Le lien du sang disparaissait et laissait place à un lien moral et social. Un nouveau concept émergeait à mi-chemin entre du contrat social de Rousseau et la théorie du climat de Montesquieu. Être patriote, c'était surtout être républicain, universaliste, mais aussi internationaliste. Jusqu'à la Troisième République, protéger la patrie, c'était protéger le peuple, en commençant par sa base, le prolétariat. Mais le concept ne s'est pas arrêté à nos frontières hexagonales, puisqu'il a progressivement été repris aux quatre coins du monde par des révolutionnaires, notamment tiers-mondistes et anticolonialistes. Entre patriotisme et internationalisme, l'histoire a commencé avec le plus célèbre des révolutionnaires et son bras droit, Robespierre et Saint-Just. Toutes leurs actions n'ont été dictées que par l'amour du peuple. Celui que l'on surnommait l'archange de la Révolution déclara même
Un patriote est celui qui soutient la République en masse. Quiconque la combat en détail est un traître. Cette donnée ne doit pas masquer qu'ils ont aussi été précurseurs de l'internationalisme socialiste. Cette donnée ne doit pas masquer qu'ils ont été aussi précurseurs de l'internationalisme socialiste. Ainsi, la version de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que l'incorruptible a proposée aux Jacobins le 23 avril 1793 disait dans l'article 35 « Les hommes de tous les pays sont frères, et les différents peuples doivent s'entendre selon leur pouvoir comme les citoyens du même État. » Cette articulation entre patriotisme et internationalisme a existé très longtemps au sein de la gauche française. C'est ce qui a poussé Jaurès dans l'Armée nouvelle en 1911 à écrire notamment « Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie. Beaucoup d'internationalisme y ramène. Un peu de patriotisme éloigne de l'international. Beaucoup de patriotisme y ramène. » Tandis que Clémenceau, durant la Première Guerre mondiale, appelle à un patriotisme intraitable dans le journal L'Homme enchaîné. Même si cette position s'est marginalisée à gauche, il existe encore des gens comme Régis Debray, ex-compagnon de route du Che, capables de s'en réclamer en se définissant par exemple comme gaulliste d'extrême gauche. De plus, un Mélenchon qui à chaque meeting chante la Marseillaise devant le drapeau tricolore ne peut-il pas être qualifié de patriote ? Au sein du socialisme, ce sentiment a réussi à dépasser nos frontières avec par exemple George Orwell qui parlait de patriotisme révolutionnaire tout en étant capable d'affronter le fascisme arme à la main en Espagne. Mais c'est surtout dans le tiers-monde que cette posture trouve le meilleur écho. Le patriotisme libérateur du tiers-monde. Qui d'autre qu'Ernesto Che Guevara symbolise le mieux l'internationalisme socialiste. Argentin de naissance, rappelons que son principal fait d'armes est sa participation à la révolution cubaine. Une fois fait citoyen cubain, c'est au Zaïre, aux côtés de Patrice Lumumba, qu'il ira lutter avant de mourir dans les maquis boliviens. Cependant, beaucoup ignorent encore qu'il signait toutes ces lettres par la devise castriste « Patria o muerte, venceremos ». En français, « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». En 1967, le Che écrivit « Message à la tricontinentale » dans lequel il parle de son projet de grande patrie pour l'Amérique latine. Cette idéologie fut plus tard celle du révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara, qui ira jusqu'à faire du slogan « La patrie ou la mort, nous vaincrons » la devise de son pays. Cette idéologie fut plus tard celle du révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara, qui ira jusqu'à faire du slogan « La patrie ou la mort, nous vaincrons » la devise de son pays. Évidemment, le patriotisme n'est pas que le fait de Castro, Guevara et Sankara, mais c'est un sentiment libérateur pour l'ensemble du tiers-monde. C'est lui qui a guidé tous les grands mouvements de décolonisation dont Lumumba, avec ses appels à l'unité nationale, est l'un des plus illustres symboles. Même hors de la décolonisation, le patriotisme est puissant chez les différents mouvements socialistes. Même hors de la décolonisation, le patriotisme est puissant chez les différents mouvements socialistes dont l'ex-président égyptien Nasser est un leader. Actuellement, c'est le président Chavez qui représente le mieux cette tendance. Admiré par une grande partie de la gauche radicale d'aujourd'hui, le Vénézuélien n'hésite pas à paraphraser De Gaulle pour expliquer que son souci est la grandeur de son pays. Donc à moins d'imaginer que Jaurès et Robespierre n'étaient que des précurseurs du fascisme et que le Che ou Chavez en sont les successeurs, il n'y a aucune raison pour que le patriotisme soit un gros mot à gauche. Il n'y a aucune raison pour que le patriotisme soit un gros mot à gauche. La nation, c'est le seul bien des pauvres, aurait dit Jaurès. Difficile de ne pas le croire. Le prolétariat n'a rien d'autre à revendiquer que le lieu où il vit et les gens qui l'entourent. Il n'a pas les moyens financiers de la bourgeoisie pour passer son temps entre voyages touristiques, étudiants ou professionnels. Il ne peut compter que sur l'État pour le protéger.
Et cette donnée est vraie et universelle. Être patriote, c'est vouloir d'abord protéger les plus faibles et revendiquer l'égalité. Il ne faut absolument pas confondre ce sentiment inclusif avec le nationalisme qui n'est qu'une de ces perversions comme l'amour-propre exclusif est une perversion de l'amour de soi chez Rousseau. Il préfigure l'internationalisme comme amour de soi, comme l'amour de soi préfigure l'amour des autres. Toujours chez le même auteur. C'est par le respect des autres peuples et par leur reconnaissance à pouvoir disposer d'eux-mêmes qu'on se sent concerné par leur sort et impliqué dans leur destinée. Abandonner ce thème à l'extrême droite, c'est la laisser se poser en seule protectrice des pauvres, alors qu'on l'on sait pertinemment qu'elle ne peut fondamentalement pas l'être. Abandonner ce thème à l'extrême droite, c'est la laisser se poser en seule protectrice des pauvres, alors que l'on sait pertinemment qu'elle ne peut fondamentalement pas l'être. Malheureusement, chez trop de gauchistes, au sens péjoratif du terme, cette posture juste et égalitaire est assimilée à des relents de fascisme. Voilà. Donc ils ont mis des sources sur l'internationalisme et le patriotisme juste en bas, dans la boîte noire ce qu'ils appellent boîte noire. Donc voilà. Par exemple, sur le gauchisme, ils ont mis le lien vers la maladie infantile du communisme. Bon, ils ont mis un lien vers le manifeste du Parti communiste, vers des articles sur patriotisme et internationalisme et patriotisme, dont l'encyclopédie Anar. Bon, c'était pas vraiment les meilleures références, les Anar, en ce qui me concerne, mais bon. Là, on a des éléments. En plus, on a des petites bibliographies en termes de références. Bon, voilà, faut connaître pour la question du gauchisme. Voilà. Donc, c'est un article de Kevin Boucaud-Victoire, Kevin Boucaud-Victoire. Et donc là, bon, moi je vois un excellent article. Alors, un peu daté, parce que en effet, c'est 2013. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bah déjà qu'il est un peu daté, parce que le Mélenchon patriote de l'époque, puisque l'article a été écrit en 2013, et que après 2017, on a un Mélenchon qui est radicalement changé, qui passe de laïque à complice du frérisme. Enfin, on a un Mélenchon qui, avant et après 2017, passe de républicain laïque bien anticlérical, gauche anticléricale, républicain laïque, gauche républicaine laïque anticléricale avant 2017, chez Mélenchon, qui devient ensuite une gauche molle, qui complice de l'indigénisme et d'un frérisme et cannibalisé par un frérisme rampant, hein, chez Mélenchon par exemple. Pareil, il était beaucoup plus critique de l'Union européenne avant et après 2017. Pareil pour tout un tas de sujets. À une époque, il s'occupait davantage du social et moins du sociétal. Voilà, on avait avant un Mélenchon beaucoup plus jacobin que girondin, si vous voulez. On avait un Mélenchon de gauche à une époque. Hein. Alors bon, ce qui n'est pas étonnant, c'est qu'il ait trahi le thème de la nation, qui structure pas mal de choses, Mélenchon, puisque c'est quand même un trotskiste à la base. C'est un ancien trotskiste, converti un temps à la social-démocratie mitterrandienne, puis qui s'est tourné vers le populisme de gauche, qui est une théorie, disons, politique assez mal articulée d'Ernest Laclos et Chantal Mouffe. Mais voilà, il a quand même été mitterrandien, il a quand même été trotskiste, lambertiste, donc c'est des trotskistes qui font semblant d'aimer la nation, alors que le trotskisme est antinational. Les lambertistes, pour faire très simple. Donc c'est pas étonnant qu'il ait fini par rejeter l'idée de nation, Mélenchon, et toutes les prérogatives qui vont avec, de souveraineté, de lutte contre la mondialisation et le libre-échange. Hein, parce que l'objet, hein, pourquoi c'est important la patrie, à la fois pour assurer l'égalité en droit, ils en ont parlé, hein, c'est un espace politique commun, donc voilà, pour assurer, l'idée de nation est difficilement séparable de l'idée d'État en fait,
Parce qu'un État agit forcément sur un espace déterminé qui est celui d'une nation. Enfin, en tout cas, aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, on aurait une république socialiste mondiale, mais si on veut faire une politique économique de gauche, on a besoin d'un État et donc d'une nation avec des frontières délimitées et une capacité à agir sur ce territoire, sur un territoire donné, sur une population donnée. Donc si on est dans une optique d'interventionnisme étatique, on peut pas plus nier la nation que l'État. On peut nier ni la nation, ni l'État, ni le rôle de la nation, ni le rôle de l'État. C'est assez évident. Donc quand on abandonne la nation, on abandonne à la fois l'aspect civique et social. Quand on abandonne la thématique de la nation, on abandonne la question de la lutte contre la mondialisation et le libre-échange. Donc tout ce qui permet à la bourgeoisie de disséminer l'appareil productif à travers le monde, d'organiser la concurrence entre les travailleurs. Alors certains gauchistes vont prétendre que c'est internationaliste, mais l'international du capital, c'est pas l'international des travailleurs en fait. Quand les bourgeois dispersent le travail, délocalisent et paupérisent, ce n'est pas de l'internationalisme prolétarien, c'est de la mondialisation néolibérale. Donc il ne faut quand même pas cautionner ça en confondant l'internationalisme avec un antinationalisme. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des frontières et d'avoir un État qui ait le contrôle sur sa monnaie. Donc ça, c'est quand même l'importance qu'a la nation dans une conception de gauche, faire du protectionnisme, contrôler sa monnaie, être capable de faire un certain interventionnisme étatique, lutter contre le communautarisme, permettre le vivre ensemble, permettre l'universalisme républicain, permettre à la patrie comme espace de la République, comme sentiment d'appartenance à la nation et donc au corps civique des citoyens. Donc pour faire vivre une démocratie, il faut que les gens participent et qu'ils aient l'impression de faire partie de cet ensemble politique commun. Et c'est-à-dire que aussi, le meilleur moyen de lutter contre l'extrême droite, contre la droite nationaliste, qui n'est pas si nationaliste qu'on voudrait le croire, je vous expliquerai ce que j'entends par là, c'est justement de reconstruire une gauche patriotique. C'est-à-dire que là, on a une droite, on a une extrême droite qui soi-disant prétend défendre la nation, alors qu'on sait très pertinemment que le grand capital est apatride, qu'il n'en a rien à foutre des nations et des frontières, et tout ce qui compte, c'est d'augmenter son taux de profit. Et donc, il est capable d'organiser la concurrence internationale entre les travailleurs, il est capable de délocaliser l'outil de production, l'appareil productif, il est capable de tout faire, y compris détruire son propre pays, pour s'enrichir indéfiniment sur le dos des travailleurs. Et les prolos cherchent, effectivement c'est dit dans le texte, ils n'ont pas les moyens de voyager, sont intéressés par la nation. Bon, alors ils vont être intéressés par leur petite commune ou leur petite région parce que c'est un espace qui est trop petit. Comment dire, ça a relativement peu d'intérêt le régionalisme ou le truc localisme par rapport à la capacité que ça a à protéger, à fournir les services publics et compagnie. Mais il n'a pas la capacité de voyager à l'international et d'être un citoyen du monde, un cosmopolite, le prolo moyen. Il n'est pas contre le fait de pouvoir voyager et compagnie, il n'est pas fermé sur le monde. Mais son intérêt de classe, c'est pas qu'on délocalise les usines et compagnie. Et donc c'est un repère commun pour les prolos, la nation. C'est l'espace du politique et c'est l'espace dans lequel c'est l'espace aussi qu'il protège, qui fournit un certain nombre de repères. D'ailleurs, pour vivre dans un autre pays, il faut apprendre la langue, les coutumes, se familiariser avec sa culture, sa société, son mode de vie. C'est extrêmement compliqué pour quelqu'un qui n'a pas que ça à foutre, parce qu'il travaille ou parce qu'il n'a pas les moyens financiers. Bref. Donc voilà, c'est pour ça que ça attire des gens. Les prolos sont attirés par les prolétaires, les travailleurs, les ouvriers, les paysans, les pauvres. Ils sont intéressés par ce qui leur fournit des repères, ce qui est sécurisant, ce qui est rassurant. Donc une approche trop abstraite de l'internationalisme, qui du coup n'est plus de l'internationalisme, mais du cosmopolitisme, ou de l'antinationalisme, ou du mondialisme, suivant, eh bien ça n'a
aucun intérêt pour les prolos. Il y a une solidarité de classe internationale, mais elle ne justifie pas, c'est absurde d'ailleurs, de faire du sans-frontiérisme et de permettre la libre concurrence entre les travailleurs. Les anards à deux ronds qui veulent abolir les frontières, sachez que le capital, il le fait déjà, pour délocaliser la production. Hein, Donc, quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, la difficulté que l'on a aujourd'hui à reconstruire une gauche patriotique vient à la fois effectivement de la bêtise et de la lâcheté de certains gauchistes qui voient nécessairement dans le... à la fois de la bêtise et de la lâcheté de certains gauchistes, et comment dire, du fait que la droite ait une conception ethnoculturelle de la nation, la conception de gauche de la nation étant pas du tout en fait la même. Hein, c'est une, si vous voulez, on doit opposer à la droite nationaliste une gauche patriotique, et donc là où la droite nationaliste aurait grosso modo une vision ethnoculturelle de la nation, une gauche patriotique aurait une vision civique et sociale de la nation, avec toutes les nuances qu'on peut mettre sur la question culturelle. Donc il est évident qu'à gauche, on refuse une conception ethnique de la nation, hein, solidarité de classe, on n'a pas de jugement ethnique sur la couleur de peau, sur l'ethnie, tout ce que vous voulez. À gauche, une conception civique, c'est une conception civique de la nation qui prédomine, et non une conception ethnique. Et ce qu'on a aujourd'hui, hein, en l'occurrence, c'est d'un côté une droite opportuniste et démagogue, de l'autre une gauche hypocrite, lâche, qui fait preuve d'hypocrisie, de lâcheté et de bêtise sur la question nationale en fait. À droite, sur la question nationale, ils ont plutôt une approche démagogique et opportuniste, parce qu'en fait, ils se fichent royalement de la nation. Lorsque vous faites une politique pro-patronale, pro-capitaliste, eh bien, il faut se rendre compte que ces gens-là, qui pensent en tant que capitalistes qu'à l'augmentation de leur taux de profit, vont, tôt ou tard, trahir la nation. C'est déjà un peu fait aujourd'hui, surtout quand vous voyez tout ce qui est de l'ordre des multinationales, tout ce qui est de l'ordre de la bourgeoisie financière. Vous pouvez peut-être avoir des, entre guillemets, bourgeois patriotes, dès lors que leurs intérêts à l'étranger sont plus grands que leurs intérêts au niveau national, eh bien, ils trahissent la nation. Ils agissent en fonction de leur intérêt de classe. Hein, donc, on ne peut pas faire confiance à la droite, d'un point de vue de son alignement économique, pour réellement défendre les intérêts nationaux, en fait. Ce serait ridicule. Mais comme à gauche aujourd'hui, on a des gens qui rejettent l'idée de nation, eh bien, ils font le jeu de cette droite opportuniste. En fait, ces gens qui pêchent par gauchisme, par mauvaise compréhension de la question nationale, hein, par une forme de posture plus ou moins trotskisante ou anarchiste, une posture plus ou moins anarcho-trotskiste sur la question nationale, eh bien, font justement le jeu de la droite conservatrice et réactionnaire. C'est assez évident. Oui, au passage, ils vont traiter de fasciste tout ce qui est gauche authentiquement jaurésienne ou marxiste-léniniste. Et vous avez avoir d'un côté à gauche des gens qui vont être des gauchistes déconstruits, hein, que ce soit des néo-stals quasiment trotskistes ou des anards intersecs, des anards intersectionnels ou des stalinoïdes qui ont quand même pour autant une vision plus ou moins trotskiste sur la question nationale, ou que ça soit à l'autre bout ce qu'on appelle l'eurocommunisme, qui est une forme d'anticommunisme repeint en rouge, ou la social-démocratie néolibérale. Vous avez des gens qui détestent l'idée de nation, justement,
Et ces gens-là se disent de gauche. Économiquement, ils sont pas de gauche. Ces gens-là ont trahi la gauche. Ils sont des traîtres. Et ces gens-là sont les premiers à traiter un authentique jaurésien, un authentique marxiste-léniniste de fasciste. Pareil pour un gaulliste de gauche, il le traiterait de fasciste aussi. Alors que la vraie gauche, c'est les gaullistes de gauche, les jaurésiens et les marxistes-léninistes. Enfin, je mettrais dans l'ordre des jaurésiens, des marxistes-léninistes et des gaullistes de gauche. En n'oubliant pas que Jaurès, au passage, était communiste, qu'il n'était pas social-démocrate. Mais ça, j'ai déjà traité de cette question. Mais si vous voulez, tant qu'on aura une gauche antinationale, on n'aura rien de solide à proposer. On n'aura pas une gauche qui ait quelque chose de solide à proposer pour lutter contre la droite libérale, la droite conservatrice et réactionnaire. Et elle n'en fera que le jeu. Aujourd'hui, la gauche est en train de se suicider parce qu'elle est cannibalisée, elle est infectée par un antinationalisme, par un antipatriotisme, peut-être plutôt un antipatriotisme, qui ne fait que l'unir en fait. Il faut quand même en avoir conscience. Donc voilà, il faut quand même prendre en compte ça. Et aussi une autre chose, j'évoquais la conception de gauche de la nation et la conception de droite de la nation. Conception de gauche patriotique, conception de la droite nationaliste. J'avais évoqué pour la conception de gauche de la nation une conception civique et sociale. Et pour la conception de droite de la nation, une conception ethnoculturelle. Alors, comme je l'ai dit, il y a une conception civique de la nation à gauche et une conception ethnique de la nation à droite. C'est plus compliqué que ça, effectivement. La zone grise, quelque part, dans une certaine mesure, pas totalement, mais c'est la question culturelle sur la nation. Parce que ce n'est pas parce que la droite a une conception ethnoculturelle et culturelle et identitaire de la nation, et qu'à gauche on a une conception civique et sociale, puisque à gauche, une conception universaliste républicaine, qui est celle de l'universalisme républicain, normalement, voilà. Conception qui est celle de l'universalisme républicain, au sein de la gauche patriotique, il y a une conception qui est celle de l'universalisme républicain, et à droite, plutôt une conception identitaire. C'est pas parce qu'il y a une conception identitaire à droite, et qu'on a une gauche universaliste, que cet universalisme doit consister à nier la question de l'identité, ou à nier les questions culturelles. Évidemment, il y a une identité nationale, il y a un patrimoine culturel, il y a une histoire et même une mémoire, et même dans une certaine mesure, il y a toute la question complexe du roman national qui peut avoir des relents droitiers par certains aspects et qui, pour autant, a aussi un rôle dans la conception républicaine de la nation. Et aujourd'hui, vous avez malheureusement un roman antinational à gauche. Ce qui fait que c'est plus ou moins anarchisant, la conséquence de ça. Donc, il faut quand même ne pas être nihiliste sur la question culturelle. Il y a évidemment à défendre une certaine conception culturelle de la nation, donc, c'est-à-dire que la nation, ce n'est pas que la question identitaire et culturelle. On se méfie de l'identitarisme. Pour autant, on ne nie pas la question de l'identité. On ne nie pas la question du patrimoine, la question de la gastronomie, de la littérature, des paysages, de l'histoire. Il y a une histoire. Dans un pays, il a une histoire, il a une culture, il a une langue, il a tout un tas de choses qui sont plutôt jolies d'ailleurs, par ailleurs. Et il a une identité, une histoire. Il n'est pas question de la nier, il est même question de la valoriser, mais ça ne se fait pas dans l'optique d'une vision de supériorité morale, de suprémacisme contre l'étranger. Ça se fait dans une optique d'affirmation de soi qui ne se fait pas dans une optique de xénophobie, en fait, si vous voulez. C'est s'affirmer soi, ça ne signifie pas rejeter autrui.
Donc voilà. Et, euh, et par ailleurs, du coup, cette conception culturelle de la nation, justement, a un potentiel anticapitaliste, ou du moins antilibéral, parce que lorsque l'on est nihiliste sur la question de l'identité nationale, de la culture, on finit par être malgré soi l'idiot utile d'une mondialisation culturelle. C'est-à-dire qu'il y a une mondialisation économique et culturelle. Et quand vous voyez par exemple l'américanisation de nos sociétés en France, et ce n'est pas en étant, en étant nihiliste sur la question nationale, on est quelque part l'idiot utile du soft power américain. Et donc de toute une culture de la consommation, enfin d'un rapport à la consommation qui n'est pas et un certain mode de vie qui est typiquement américain. C'est pas pour vous dire un truc qu'il faut revenir à la France d'avant et que avant c'était mieux et que faut se fermer totalement aux influences américaines et que ceux qui regardent des séries américaines c'est pas bien. Non, c'est pas une approche moralisatrice, c'est-à-dire que il faut refaire vivre une culture nationale. Il faut être capable de trouver des alternatives au modèle culturel et économique américain, à l'américanisation. Par exemple, le fast-food, c'est un exemple type de malbouffe. Et dans une optique anticapitaliste, on peut envisager un socialisme dans lequel il y ait des gens qui mangent des frites et des hamburgers, mais au lieu d'avoir des fast-food américains qui font partie des multinationales américaines, eh bien, on reprend quelque part l'hégémonie culturelle en ne niant pas la question nationale, avec des burgers, des frites, mais avec du produisant français, avec des produits français pour les frites, par exemple, ou le pain du burger, avec des produits français, avec des recettes à la française, avec des ingrédients de qualité, avec la boîte qui est nationalisée, qui n'est plus dans les mains d'une multinationale américaine. Et voilà, on trouve une alternative, parce que les gens, il y a beaucoup de gens chez qui c'est populaire, les frites et hamburgers, et c'est devenu un lieu commun que le McDo. Eh bien, pour éliminer cette influence capitaliste, et cette influence aussi qui n'est pas très bonne pour la santé, eh bien, on remplace la production américaine décadente, hein, cette forme de consommation à l'américaine, de mode de vie à l'américaine un peu décadent, non pas par une politique austéritaire de type si t'aimes si t'aimes les burgers, on va t'obliger à manger de la blanquette de veau, mais on va faire des burgers à la française, avec des ingrédients français, avec des entreprises nationalisées ou coopérativisées. On va lutter contre la mondialisation culturelle et la mondialisation économique, mais pas dans une optique de fermeture, une vision caricaturale d'un esprit français à l'ancienne. Non, non, on vit avec notre temps, mais on refait vivre une culture française, et même certes une culture nationale, une culture française, avec une défense du patrimoine, mais on innove aussi. On développe une culture socialiste, une culture qui mélange des éléments de culture classique, de culture populaire, et quelque part de culture de masse sur la question technique, c'est-à-dire sur la question de la qualité des éléments de la culture classique, sur la question de la participation des masses laborieuses, des éléments de culture populaire, et de culture classique sur la qualité, et culture de masse sur l'approche des procédés techniques. Mais il y a tout un travail de patriotisme qui concerne aussi la question culturelle, mais dans une conception de gauche, en fait, de la nation. C'est-à-dire qu'on peut très bien considérer qu'il y a une identité nationale, qui est une valorisation de la culture française, sans que ça soit une fermeture au monde. Ça peut même être une ouverture par rapport à l'hégémonie américaine, c'est-à-dire le respect des cultures de chaque pays, de voir ce qui est typiquement chinois, russe, voilà, parce qu'aujourd'hui on a du tout américain, hein, on a un grand Occident dans lequel on nous parle d'ouverture au monde, mais cette ouverture c'est l'impérialisme culturel des États-Unis et le soft power américain. Et nous devons refaire vivre une culture française, pas une culture sclérosée, une culture qui est évolutive, mais qui
qui se pose en barrière au tout américain. Voilà, donc une culture qui soit à la fois, on va faire un mauvais jeu de mots là-dessus, mais à la fois qui soit nationale, sur l'aspect français, et qui soit socialiste, au sens communiste du terme, qui soit anticapitaliste. Parce que le socialisme, ça se construit économiquement, mais ça se construit aussi sur tout un tas d'aspects où l'on doit faire convaincre les masses d'un progrès. C'est aussi un projet de civilisation, en fait, le socialisme. Si vous voulez, c'est aussi un projet dans lequel les gens vivent mieux. On produit différentes productions. On a différentes productions artistiques, scientifiques, culturelles. On s'occupe du patrimoine. Voilà. Donc, il y a un ancrage lié aux particularismes nationaux. On n'a pas à nier les particularismes nationaux. Donc il y a une lutte contre la mondialisation culturelle, contre l'américanisme, qui a à faire prévaloir. Donc voilà, j'ai évoqué cette question-là, en fait, sur la question culturelle, qu'on ne peut pas être nihiliste sur cette question culturelle quand on pense la nation. Et on ne peut pas non plus... Comment dire? Moi, j'ai vu, en fait, dans la conception de gauche de la nation, qui prédomine aujourd'hui, dans ce que la gauche aujourd'hui... La façon dont la gauche aujourd'hui est incapable de concevoir la nation correctement. J'ai vu... Moi, à la base, j'étais pas du tout dans une optique d'intérêt pour la question nationale. Au début, quand je me posais les questions politiques, j'étais assez nihiliste au début sur la question nationale. J'ai toujours eu un état d'esprit jacobin égalitaire, républicain, d'égalité en droit, de démocratie. C'est ce qui m'a fait tourner vers les idéaux marxistes et léninistes, forcément, puisque le léninisme est dans la continuité du marxisme. Et c'est comme ça qu'ensuite j'ai découvert Jaurès plus tard. Au début, on m'avait on me bassinait avec le mensonge selon lequel Jaurès serait un social-démocrate. Moi, je n'étais pas spécialement à fond sur la question, mais voilà. Et si vous voulez, lors de mes premières années de fac, je voyais ce que des gens de gauche disaient, des gens par exemple des JC, des jeunesses communistes, là où je suis, dans ma ville, des gens des jeunesses communistes qui te disaient grosso merdo, qui vous disaient grosso merdo que le nationalisme, c'est pas bien en France, mais c'est bien à l'étranger. C'est-à-dire que c'est bien dans les pays arabes, dans les pays asiatiques, dans les pays d'Amérique latine, par exemple. Enfin, ils parlaient souvent plutôt de l'Algérie, par exemple. Et, mais par contre, en France, c'est pas bien. Enfin, donc, j'avais pas compris au début quand il en retournait, donc je posais des questions. Alors, donc je me posais des questions et je disais, du coup, si le nationalisme c'est pas bien en France, pourquoi ça serait bien en Algérie, par exemple, ou voilà. Et on m'a sorti que c'était pas progressiste en France, mais que c'était progressiste en Algérie. Enfin, voilà. À l'époque, j'avais plutôt des sympathies qui tournaient vers lutte ouvrière, puis un peu vers la France insoumise, avant de me poser la question sur la monnaie unique, sur le libre-échange, sur le communautarisme, sur la mondialisation et l'Union européenne. J'avais une approche assez naïve et plus intéressé par l'État, ses institutions, ses lois, son économie, que par la question nationale et les questions culturelles qui sont autour. Et même les questions sociétales sur lesquelles je peux être assez critique de ce que fait la gauche aujourd'hui. Et c'est comme ça que je me suis ensuite plutôt intéressé vers les idées de partis politiques. Je suis encarté nulle part, je précise, du PRCF et de République souveraine, dont j'avais entendu beaucoup de mal, et quand je me suis penché sur ce qu'ils pensaient réellement, j'ai trouvé leur approche intéressante au pôle de renaissance communiste en France et à République souveraine. Et si vous voulez,
Si vous voulez, je me suis posé ensuite ces questions-là. Et puis j'ai quand même vu qu'il y avait des choses qui allaient pas en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui, sur notre propre sol, détestent la France et la voient comme réactionnaire. Alors, oui et non, parce que c'est-à-dire que quand ils pensent aux nationalistes français, ils pensent à la droite nationaliste, qui est effectivement condamnable, hein, qui n'est pas fondée forcément nécessairement sur des bases saines historiquement, hein, et même aujourd'hui, bon, parce que de toute façon, comme elle est dans le camp du capital, quand elle nous dit qu'elle va défendre la nation, c'est une arnaque. Mais, euh, mais que dans le monde arabe, par exemple, c'est une situation encore plus complexe. Parce que oui, il y a eu un rôle anticolonial, il y a eu un rôle modernisateur, mais vous avez des pays qui ont des aspects réactionnaires de leur politique, hein. N'allez pas vous attendre en Algérie ou en Libye ou en Tunisie ou au Maroc ou en Irak là je parle du monde arabe mais on peut parler du monde musulman aussi ou en Iran ou voilà, dans des pays disons des pays islamiques et dans les pays du monde arabo-musulman et musulman en général, plus en général d'avoir le progressisme comme un progressisme entre guillemets comme en France. Non, il y a des réalités nationales. Et disons qu'il y a des mentalités religieuses. Alors, c'est pas le même cas, c'est pas la même chose dans le monde arabe et dans le monde perse, dans le monde iranien. Dans le monde iranien, c'est plus un État qui est ultra théocratique et avec une résistance populaire. Et dans le monde arabe, ça peut varier, mais c'était plutôt un peuple qui était beaucoup plus religieux que l'État que le gouvernement au pouvoir. Hein, et avec des gouvernements qui parfois essayaient de modérer un peu la population sur le fanatisme religieux. Mais vous avez la place de la religion dans la société qui fait que le rapport à la notion de progrès, quoi qu'on en pense de la notion de progrès et du fait que ça puisse éventuellement déconner dans le monde occidental, hein, avec un entrisme libéral, mais ça c'est autre chose, eh bien que vous n'avez pas la même conception philosophique du progrès, les mêmes conceptions de la gauche, les mêmes questions de société, d'économie, de droit, tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas les mêmes conceptions en France, par exemple, et dans le monde arabo-musulman. Pareil en France et en Allemagne, enfin, parce que quand on dit les Occidentaux, bon, vous voyez bien qu'en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, vous n'avez pas tout à fait le même contexte social. Enfin, chaque nation ayant sa propre société, son propre histoire, sa propre culture, sa propre économie, ses propres systèmes de protection sociale ou d'absence de protection sociale, ses propres institutions politiques, etc., etc. Et bien, du coup, sa propre économie, etc., etc. Et bien, du coup, la conception de la gauche change quand même pas mal, hein, de ce point de vue-là. Donc, il y a une condamnation du nationalisme. Le problème, c'est qu'on condamne le nationalisme pour son côté réactionnaire. Je veux bien. Le problème, c'est quand on est passé de la condamnation du nationalisme à la condamnation de la nation et du patriotisme. Et qu'on a créé un impensé total sur la question de la nation et que ça a complètement déstructuré la façon de penser sérieusement le politique à gauche. Ça, c'est un problème. Il faut être capable de penser les frontières, la monnaie, la souveraineté, les lois. Ça, c'est le b.a.-ba sur la question de la nation. Évidemment, la droite nationaliste ne le fera pas. Le RN, autant que le RN a un point commun avec la France insoumise, c'est que la question du Frexit, ils l'ont mis à la poubelle pour faire de l'électoralisme à deux ronds, en pensant que ça allait effrayer les gens, parce qu'il allait paraître trop radical, en évoquant quelque chose qui permet réellement la souveraineté populaire. Oui, avec le fameux discours médiatique à la con sur les fameux populismes et la gentille Europe qui lutte contre le populisme. C'est le discours bobo à deux ronds qui sert à rien et qui est antisocial et ultralibéral. Et tant qu'on a des gens qui ne pensent pas à la nation, ce discours bobo ultralibéral, c'est ce qui prédomine en politique. Donc il faut penser la nation dans les pays occidentaux.
et en l'occurrence en France, hein, sans quoi on la laisse juste à la droite, il faut la penser à gauche, sans quoi on la laisse à la droite réactionnaire, et sans quoi on n'est pas capable de lutter contre le néolibéralisme. On laisse l'outil qui nous permet de lutter, on laisse tomber l'outil qui nous permet de lutter contre le néolibéralisme quand on laisse tomber la capacité à penser la nation, et les frontières, et la monnaie, et les lois, etc., les souverainetés en général. Voilà, Et donc, quand on est dans une approche deux poids, deux mesures sur la question de la nation, aussi, on laisse sur place le communautarisme. Alors, c'est légitime de considérer qu'il y a un nationalisme anti-impérialiste dans les ex-pays colonisés aussi. Hein, parce que l'Algérie, c'était ça. Le Vietnam, c'était ça. Etc., etc. Donc, est-ce que c'est du nationalisme, du patriotisme? C'est vrai que le mot change la distinction patriotisme-nationalisme change selon les pays et les contextes. Et parfois, il y a des gens qui disent nationaliste pour dire patriote. Et parfois même selon les individus. Hein, parfois, il y a des gens chez qui la frontière est fine. Ça, c'est pas faux non plus. Hein. Pourtant, il faut bien faire la distinction entre patriotisme et nationalisme. Mais le deux poids mesures permanent, c'est aussi un problème. Et moi, je me suis aussi posé la question du communautarisme, en plus de poser la question de la mondialisation. Du vivre ensemble, c'est-à-dire que la nation comme espace politique dans lequel, non seulement il y a un État avec une loi qui s'y applique, avec toutes les institutions autour, et il y a une citoyenneté, mais outre le fait que cette citoyenneté soit reconnue par le droit, que cette citoyenneté soit dans les esprits, soit dans la culture, dans l'éducation. Et quand vous avez aujourd'hui en France des gens qui disent, qui sont citoyens, qui ont des papiers français, qui ont une carte d'identité, qui ont une carte d'électeur français, mais qui vous disent « je ne suis pas français, je suis algérien, je ne suis pas français, je suis tunisien, marocain, tout ce que vous voulez hein, », et qui pourtant pourraient participer à la vie politique, et qui vous crachent leur haine de la France, alors qu'ils sont censés être citoyens, ce n'est pas très sain pour une démocratie en fait, et pour le vivre ensemble. Quand vous avez les droits politiques qui sont afférents au fait d'être français, vous êtes français. Hein, et donc, en tant que Français, vous devez voir les autres Français comme vos égaux en droit, en fait. Enfin, et considérer que c'est relativement quelque chose de progressiste, que l'égalité en droit, que la citoyenneté. Et aujourd'hui, on a ce problème du communautarisme. Il est renforcé par une complaisance à gauche vis-à-vis de l'islamisme et du communautarisme. Et notamment de l'indigénisme, même dans ses aspects les plus dégueulasses, comme l'aspect raciste que peut avoir des individus fans de Boutelja, hein, qui t'opposent blanc et non blanc, ce qui est une conception d'extrême droite à la base. Ils le font, mais dans un sens inverse. Hein, mais ça reste le même principe, qui est le principe de discrimination. Donc quand vous avez des gens qui vous disent qu'il faut renoncer à l'universalisme parce qu'ils ne pensent pas à la nation, qu'ils ne pensent pas ce genre de choses, il y a un problème. Il faut des repères communs au sein de la nation pour permettre l'action politique à gauche. Et donc il faut penser la nation pour lutter contre le communautarisme et lutter contre le communautarisme pour garantir l'unité de la classe ouvrière contre les capitalistes. Il faut quand même s'en rendre compte que si on ne pense pas la nation, on ne pense pas l'unité des travailleurs contre le grand capital. Si on ne pense pas si on n'est pas capable de conceptualiser la nation et qu'on laisse du communautarisme divers et variés nous transformer en les États-Unis bis, en une copie des États-Unis sur le plan de la société dans laquelle on vit, sur le plan d'un système ségrégatoire, communautarisme, opposé au modèle universaliste républicain à la française, on finit par diviser les prolos en petites catégories ethniques, religieuses, sexuelles, tout ce que vous voulez. Et quand il y a un entre-soi au sein des classes populaires, elles ne peuvent pas s'unir efficacement contre la bourgeoisie. Hein, c'est pour ça que c'est important de penser la nation. Lutter contre le communautarisme. Lutter contre le communautarisme et la mondialisation. Voilà. Donc, voilà.
on a parlé de ce sujet. Sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons. Raison, égalité, solidarité ou la mort, camarades, nous vaincrons. Ciao.